Mesdames et messieurs, messieurs et distingués professeurs, membres du corps académique et personnel technique administratif de l'Université de Tokyo, mesdames et messieurs qui travaillaient à des titres divers dans cette université, monsieur le professeur Shiroyama, madame Hanaï, nous sommes très honorés par l'invitation que vous nous aviez adressée et surtout toute l'organisation que vous aviez faite pour que nous puissions être avec vous ce matin pour traiter d'une question qui nous semble cruciale. Chers étudiants, c'est pour nous un motif de profond et grand plaisir de rencontrer la communauté universitaire de Tokyo à l'occasion de sa 40e inauguration de l'année académique. Près de 150 ans, votre université a marqué les chemins et la vie du Japon, faisant profiter les meilleures énergies intellectuelles et culturelles dans tous les domaines de la science. Que ce soit à l'ère Meiji ou par la suite, votre université a toujours maintenu un niveau scientifique et culturel qui l'inscrit parmi les universités les plus prestigieuses du monde. Mesdames et messieurs, nous sommes heureux aujourd'hui d'exprimer notre gratitude pour l'invitation qui nous a été adressée à venir dans votre université pour y tenir cette conférence. Ce matin, mon message va porter sur le lien entre l'exploitation minière et les violences faites aux femmes à l'est de la République démocratique du Congo, mon pays. Bien que les ressources naturelles peuvent et doivent offrir les possibilités de développement pour les communautés locales, elles sont devenues au contraire une source de désintégration sociale, source de pauvreté, de souffrance aux malheureuses populations locales. Ceci est le cas des Congolais, notamment ceux de l'Est de la République, dont les principales victimes sont en grande majorité les femmes et les enfants. Je veux insister sur la responsabilité collective que nous avons tous à gérer notre humanité de manière à assurer le droit, le bonheur, la sécurité, la paix pour tous et partout. En effet, lorsque l'économie mondiale est orientée vers une forte demande des ressources minières situées dans des pays pauvres, le manque d'éthique de certains exploitants, qu'ils soient locaux ou internationaux, ainsi que le manque de législation contraignante sur le plan international entraîne tout simplement des conflits sanglants qui perdurent et donc parfois des décennies en train de désintégrer des sociétés entières. Bien que ce sujet d'exploitation minière donc soit en lui-même un sujet complexe, il faut l'admettre, mais essayons donc pour des raisons de simplicité, de clarté, je vais tout simplement me limiter à un minerai qui est le colombo tantal, puisqu'en fait, il y a plusieurs autres exemples de minerais qu'on pouvait traiter aujourd'hui. Le colombo tantal est le nom du minerai qui est obtenu par le raffinage du célèbre coltan, dont la République démocratique du Congo, selon les estimations, disposerait de presque 80% des réserves mondiales. Très prisé par les entreprises de pointe technologique, cet tantal est principalement utilisé dans le condensateur de nos ordinateurs, de nos téléphones portables. Il a de plus en plus des applications dans les missiles, les fusées, les avions, grâce à ses propriétés remarquables pour résister à la chaleur et à la corrosion. Eh bien, malheureusement, laissez-moi vous dire que le tantal de nos portables, de nos tablettes, de nos ordinateurs ne cesse de soumettre les femmes congolaises à un supplice effroyable. Depuis la guerre déclenchée en 1996,
La riche République démocratique du Congo, que j'ai toujours comparée à une bijouterie sans porte ni fenêtre, a été toujours l'objet des pillages par des agents aussi bien extérieurs qu'intérieurs. À titre d'exemple seulement, je vais vous dire qu'en 2009, on estimait que la moitié des sites de minerais en République démocratique du Congo concentrés au Kivu étaient sous contrôle de groupes armés, selon le rapport donné par IPS en 2009. Et ces sources, donc ces mines, exploitaient les enfants et les femmes. Des études qui ont été menées dans ces milieux qui hébergent des sites miniers établissent que les conséquences des violations massives des droits de l'homme sont liées à l'exploitation et au commerce illégal des minéraux appelés parfois minéraux de conflit ou minéraux de sang, et spécialement les 3T et l'or. Bien que la guerre soit officiellement terminée en 2002, avec les lueurs d'espoir que nous avions tous eu accordé ces accords de paix, nous avions espéré que, en fait, finalement, la vie allait reprendre. Notre pays n'a cessé d'être le théâtre de conflits armés et de pillages souvent systématiques et très, très bien organisés. Mais quelles sont les conséquences, les causes économiques des violences sexuelles ? Donc, nos recherches qui s'appuient sur la taille importante de l'échantillon que nous avons réussi à mettre en évidence, d'une part les facteurs économiques et d'autre part les conséquences économiques de ces violences sexuelles. Nous pouvons peut-être commencer par expliquer certains mécanismes d'exploitation meurtrière du coltan et d'autres minéraux. L'absence de l'état du droit, l'absence de toute réglementation et tout contrôle, permettent une exploitation à moindre coût parce qu'il n'y a pas de taxes, il n'y a pas de contrôle, pas de salaire minimum, en fait, une déréglementation totale. En plus, les conditions de travail font que des enfants sont employés et c'est dans les conditions de quasi-esclavage. Comme on peut l'imaginer, bien sûr, dans un monde où la gestion économique et la concurrence effrénée nécessitent des réductions constantes des coûts de production, l'approvisionnement des matières premières dans les pays fragiles, les pays incapables de protéger leur système, caractérisé par l'absence de l'état de droit, devient alors une condition sine qua non ou une ouverture pour ces pratiques. Ainsi, par mauvaise foi ou même par ignorance tout simplement des réalités en amont de la chaîne mondiale d'approvisionnement, certaines multinationales se trouvent impliquées dans la perpétuation ou dans entretenir des violences que subissent les populations, spécialement les femmes à l'est de la République démocratique du Congo. En plus de ça, puisque la source d'approvisionnement des matières premières à bas prix permet aux entreprises d'être compétitives, il a été constaté que certaines multinationales, bien sûr sans scrupules, soutiennent les acteurs politiques locaux ou même ils vont très loin en soutenant des rébellions qui leur donnent accès aux minéraux du sang. Il va de soi que dans ces systèmes, il y a la corruption qui s'ouvre largement, il y a des contrats qui sont mal négociés et des violations des droits humains s'ensuivent. On avait, à titre d'exemple, on avait vu une entreprise qui avait acheté une mine au Congo à 15 millions de dollars, qui a pu vendre en 6 mois la même mine sans avoir fait le moindre aménagement de cette mine, a pu vendre cette mine à des centaines de millions de dollars dans la même période. Et ça, c'est le fruit de cette corruption que l'on observe en République démocratique du Congo. Ce n'est pas la faute des documentations que toutes ces choses ne se connaissent pas, car le 16 avril 2001, le panel des experts de l'ONU publiait un premier rapport retentissant sur le pillage des ressources minières et naturelles en République démocratique du Congo. Hier, quelqu'un me posait la question qu'il fallait nommer donc les pays, nommer aussi les entreprises, mais aujourd'hui, vous avez tous les noms de ces pays, tous les noms des entreprises qui participent dans ces commerces illégaux, les détails sur les filières multinationales, les acteurs régionaux, ainsi que les mécanismes de pillage, tout est décrit. Dans un petit village qui s'appelle Chabunda, les experts en fait des Nations Unies avaient inventorié par jour
64 avions qui décollaient de cet endroit. Et en fait, Le Monde avait publié ça en 2001 pour montrer à quel point le pillage était organisé. Et dans ces journaux, à cette époque-là, il disait qu'à peu près 150 tonnes de coltan quittaient l'Est donc, de la République démocratique du Congo, bien sûr vers l'Europe, la Chine ou Dubaï. Donc, vous avez compris que là, en fait, le conflit n'a plus besoin de financement, puisque c'est un conflit qui s'auto-entretient par des chaînes d'approvisionnement qui sont sophistiquées et mafieuses, en ceci que les revenus ici de ces divers trafics servent également à financer, à acheter les armes utilisées par les groupes armés de tous bords. Dans une étude que nous avions publiée dans une revue scientifique, le PLOS Médical, sur base de nos données, donc nous avons tout simplement essayé de regarder parmi plus de 30 000 femmes que nous soignons à l'hôpital, d'où viennent ces femmes, et essayer d'avoir une carte minérale, donc de minéraux pour ces zones là où ces femmes viennent. Et nous avons pris aussi la carte de la MONUSCO pour savoir là où se trouvent les groupes armés. Et nous étions très, très surpris de la corrélation qui était claire entre la présence des groupes armés, là où se trouvent des minéraux, et c'est là où proviennent les femmes que nous soignons à l'hôpital des Panzi. Ceci donc envie de faire une référence particulière au drame qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo et dont nous sommes malheureusement témoins des choses que nous vivons depuis plus de 15 ans. Des milliers de femmes ont été violées et plus de 40 000 ont été réparées dans notre hôpital. Il semble que lorsque nous décrivons les minéraux, les violences, il faudrait que nous voyions maintenant les ramifications de l'exploitation meurtrière des minéraux sur la violence. Et ici, je crois que les statistiques ne peuvent que nous donner des vertiges et relèvent le caractère du fait que ces viols ont un caractère méthodique, massif, systématique du viol. Et ici, le mobile est économique. Et là, je pense que vraiment, il faut faire une certaine méthodologie pour essayer de faire comprendre comment il y a cette connexion. Il faut dire déjà que ces viols ne sont pas faits par un désir sexuel. C'est une forme de terrorisme sexuel pour impacter au maximum donc sa victime. Et donc toutes les méthodes qui permettent en fait de pouvoir impacter l'autre et montrer qu'à l'autre qu'on a le pouvoir, qu'on a la capacité, qu'on peut manipuler l'autre comme on veut, sont utilisées. Et ici, dans ces cas spécifiques du terrorisme, c'est un terrorisme sexuel qui est méthodique. Chaque groupe armé, pratiquement, selon nos données, a sa méthode. Donc, lorsqu'une femme vous décrit les lésions, ou quand vous voyez les lésions génitales qu'une femme porte, vous pouvez déjà faire la relation qui a été à l'origine de ces lésions. Si tout le monde fait la même chose, donc il doit y avoir quelque chose qui précède, c'est la formation à pouvoir les faire. On a vu des groupes qui, dans leur méthode, tout simplement mutilaient, donc pulvériser des produits caustiques au niveau de l'appareil génital de la femme, soit ils introduisaient des morceaux de bois, ils introduisaient des baïonnettes, et sans l'intention, ou tirer sur l'appareil génital de la femme, sans l'intention de la tuer, mais la donner une lésion qui est une marque indélébile que la femme va porter et que la communauté peut voir faire. Je crois que lorsque on voit ces méthodes, on peut tout simplement conclure que ce n'est pas un acte sexuel délibéré, puisque ça s'est fait en public, et pour certains, c'est le mari qu'on fait participer à cet acte pour le traumatiser. Les enfants doivent assister au viol de leurs parents, et l'ensemble de ces actes-là, c'est pour terroriser toute une communauté. Donc la victime d'abord, bien sûr, puisqu'elle porte ça dans son corps, mais le reste aussi de la communauté qui voit ces traumatismes, c'est le reste de la communauté qui est également traumatisé par les actes posés. Donc ça n'a rien à voir de l'acte sexuel.
Le fait que c'est massif, puisque nous avions observé que dans certains villages, le viol se commettait sur plus de une centaine de femmes qui sont violées dans une seule nuit, et ça ne peut pas venir, et qu'on viole une centaine, 300 femmes dans un seul village, sans une planification, et surtout sans qu'il y ait un mobile derrière ces actes posés. Ce sont des viols systématiques. La petite que j'ai soignée et où j'ai tremblé en opérant à cette petite fille de 6 mois, violée, donc avec un éclatement total. Je crois que c'est quelque chose qui a même pu marquer ma propre vie, alors que la plus âgée, avec plus de 80 ans, et à peu près 1% concerne les hommes. Donc ce sont des viols qui ne sont pas sélectifs, mais sont systématiques dans une communauté donnée. Et alors là arrive la question, pour quel mobile ? Je crois que lorsque ces actes violents se commettent en public, ce qu'on a observé, c'est que les maris sont les premiers à partir, et puis après, la population commence à quitter par crainte donc des actes barbares de ce genre, et à la fin, le village se vide à cause de cette insécurité, mais ceux-là qui s'installent, c'est eux qui commencent à exploiter les minéraux, et la population qui ne quitte pas reste comme esclave à travailler pour eux. Donc le caractère systématique des agressions, leur extrême violence, le fait que toutes les femmes, y compris des bébés ou des personnes âgées, sont concernées, nous amène tout simplement à cette évidence de parler du terrorisme sexuel. Et aujourd'hui, on peut même, quand on voit la destruction de l'appareil génital, on peut parler d'un génocide, pas génocide, mais une volonté délibérée à détruire l'entrée à la vie. Donc ce viol délibéré commis dans ce contexte de conflit vise non seulement la destruction de la femme comme visée, mais de la famille, aussi des valeurs symboliques, la relation mère-enfant, la relation mari-épouse, toutes ces relations symboliques ou ces valeurs symboliques s'affaiblissent dans la communauté, tout simplement pour des fins économiques. Claudia Rodriguez et l'UNFPA ont donné des chiffres que je veux peut-être vous dispenser de vous les dire, mais ce sont des chiffres qui nous impressionnent, puisque selon ces chercheurs, on peut même avoir jusqu'à, dans certains cas, 3% de femmes qui meurent à la suite des conséquences de ces viols, ou 10% contractent le VIH-Sida. Je vous passe de tous ces chiffres. En dehors de ces raisons donc, que je viens de décrire, il y a d'autres raisons géopolitiques et hégémoniques. L'une des principales raisons de ces violences récurrentes est l'exploitation désordonnée des ressources minières congolaises. C'est aussi la mauvaise gestion des ressources naturelles, tout simplement. Si on s'appuie sur une étude de Global Witness, en fait, des accords miniers secrets auraient coûté au Trésor public, vous vous rendez compte, 1 milliard 36,36 de dollars, soit le double des dépenses annuelles de santé et de l'éducation, tout simplement puisque, en fait, il y a une mauvaise gestion de ces ressources. Face à ces abominables, on n'a pas croisé les bras. En fait, il y a eu des efforts qui ont été multipliés pour limiter l'impact de ces minerais de sang, et ici spécialement au niveau de l'Union européenne, qui vient d'adopter une directive contraignante relative à la traçabilité des minerais produits dans les zones de conflit. Pour qu'il y ait cette adoption de cette directive, il fallait une convergence de vues entre le Parlement, la Commission européenne et bien sûr le Conseil des chefs d'État. Et je dois vous dire que c'était une bataille très très difficile, mais heureusement gagnée. Dans le discours que j'avais fait quand j'avais eu le prix Sakharov, j'avais insisté sur le fait qu'il était temps de ne pas continuer à s'attaquer aux conséquences de ce que nous vivons, mais plutôt s'attaquer aux causes de cette violation grave des droits de l'homme.
Donc nous avions exigé, demandé des dispositions législatives qui devraient avoir comme objectif, donc 3 objectifs. D'abord, briser les liens entre les conflits et l'exploitation illégale des minerais. Deuxièmement, empêcher le financement des groupes armés par ces minerais des conflits. Et troisièmement, éviter les atteintes des droits de l'homme qui sont courantes dans ces secteurs d'extraction et qui peuvent englober aussi bien le travail des enfants, les violences sexuelles, mais également tous les transferts des populations qui se font dans ces zones, soit moyennant un petit pourboire, mais où les populations sont amenées à aller très loin, et la destruction des sites importants ou rituels. C'était les 3 conditions que nous avions exigées. Cette loi donc européenne sur la traçabilité des minerais dans les zones de conflit et qui s'est inspirée de la réglementation américaine sur les minerais de conflit, à savoir l'article 1502 de la loi Dodd-Frank pour la réforme de Wall Street, et la protection des consommateurs a été adoptée au niveau de l'Union européenne, mais dans la douleur. En fait, il y a eu 2 camps, je crois, pour les multinationales. C'était une loi qui tuait la liberté d'entreprendre, mais moi j'étais plutôt dans le camp qui trouvait que c'était une loi éthique qui rappelle d'autre part les limites de la liberté. Une liberté qui n'a pas de limites devient liberticide, mais aussi l'exigence de tous de prendre soin de façon responsable de notre humanité commune. Ce texte donc fixe des obligations pour les entreprises qui sont basées dans l'Union européenne et qui importent ces minerais en l'état brut, et pour les entreprises en aval qui importent dans l'Union européenne des produits contenant ces minerais, fixe ces obligations. En amont de la chaîne de production, les exploitants, les négociants et les fondeurs devront procéder à un audit externe pour vérifier la provenance des minerais. En aval, les entreprises de l'Union européenne qui utilisent ces minerais pour fabriquer des produits de consommation auront l'obligation de vérifier la traçabilité. Donc la responsabilité est placée de tous côtés. Tenez que cette loi concerne environ 880 000 entreprises sont potentiellement concernées seulement en Europe. Donc le dernier appel que je lance à nous tous, et qui est tout en reconnaissant la nécessité d'exploiter les matières premières pour le besoin économique légitime, il est aussi important de s'assurer que nos actions ne contribuent pas à perpétuer une guerre qui utilise le corps des femmes comme un champ de bataille. C'est dans toute cette vision que la Fondation Panzi, dont j'ai la lourde charge de conduire la destinée, poursuit depuis quelques années dans la défense des droits de l'homme, particulièrement ceux des femmes dans la région riche en coltan à l'est de la République démocratique du Congo. Donc au-delà, il importe de poser la question de savoir jusqu'à quand l'idéal de la Déclaration universelle des droits de l'homme deviendra une réalité pour les populations de l'est de la République démocratique du Congo. Comment sortir de l'inhumanité ainsi que de la nouvelle barbarie qui s'y installe? Jusqu'à quand un monde de paix, de droit, de justice deviendrait-il possible? Comment peut-on développer les concepts d'économie globale sans tenir compte de l'universalisme des droits de l'homme? On ne le dira jamais assez, les entreprises ne sont pas des ennemis des droits de l'homme, au contraire, plus que des partenaires, elles sont des amis, elles sont des actrices de paix, de justice sociale, et même, je dirais, plus les entreprises possèdent les leviers du développement durable. Il est donc temps que nous puissions demander à nos leaders nationaux, nos leaders politiques nationaux, de proposer des législations, des régulations des minerais dits de conflit, permettant des mécanismes d'auto-certification dans le cadre du devoir de diligence relatif aux chaînes d'approvisionnement pour des importateurs de minerais en provenance des zones de conflit, quel que soit le pays. Nous, comme consommateurs, nous ne devons plus fermer les yeux. Nous devrons absolument nous assurer les types de produits que nous consommons, que ces produits ne soient pas associés aux abus graves des droits humains, que ces produits ne soient pas associés à la destruction systématique des femmes. Et ceci, nous pouvons nous assurer auprès des vendeurs que leur chaîne d'approvisionnement est transparente.
Étant dans les milieux estudiantins, je voulais aujourd'hui faire un appel aux étudiants pour qu'ils puissent développer des véritables réseaux sociaux gendarmes pour traquer les minerais des conflits et apporter une grande visibilité nationale et globale sur la question des minerais. Et je suis certain que si les étudiants s'y mettent en trouvant des moyens technologiques aujourd'hui, tous ces minerais des conflits peuvent être tracés et nous apporter des produits qui ne nous donnent pas une mauvaise conscience. Pendant mon séjour ici, j'ai appris une chose sur la culture japonaise que j'ai beaucoup aimée. Et je crois qu'ensemble, nous pouvons construire un monde plus juste et agréable à vivre si chacun, tout en défendant ses intérêts, respecte les intérêts d'autrui et de la communauté qui nous abrite. Et ça, quelqu'un qui me disait ça, il a dit « l'ita ». J'ai dit « ça, c'est un mot facile que je peux retenir ». J'ai beaucoup aimé ça. Donc, je ne le dirai jamais assez, la grandeur d'une civilisation ne s'évalue pas en fonction de l'accumulation des biens matériels et du confort, mais plutôt par sa conscience que tous les hommes sont des hommes égaux et qu'à ce titre, nous sommes appelés à un soutien mutuel, à une interdépendance dans laquelle chacun peut enrichir l'autre. Si donc nous faisons partie de cette humanité commune, mettons-nous debout et luttons ensemble pour la dignité de toutes ces femmes qui sont dans la misère totale, pour la paix de ceux qui sont assujettis injustement aux guerres et aux viols ignobles. Si nous faisons partie de cette humanité commune, levons nos voix et dénonçons le mal dont souffrent nos semblables. Levons nos voix et dénonçons les violeurs et tout ce qui profite du système. Levons nos voix et appelons à un avenir fait d'espérance et de plus d'humanité. Encore une fois, je vous remercie.